Bonjour Adeline, Rebonjour et désolée pour tout à l'heure. je ne t'entends pas. On m'entend pas? Ah, C'est Adeline qu'on n'entend pas. et maintenant, ça remarche ou pas? Oui, Ah, il a fallu merveilleux. que il fallait. Have you tried turning it off and on again? Comme on dit toujours. Toujours en français. C'est désolé, c'est une Bonjour rigueur. Adeline, Un- merci d'être avec nous. J'espère que tout se passera bien cet après-midi. 13h30, bonjour à tout le monde. Nous voici de retour donc pour ce deuxième jour de colloque. Véronique Ré et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons donc continuer cette journée sur le thème des pratiques rédactionnelles entre l'État et le citoyen à l'ère du numérique. Et nous retrouvons, pour ceux qui étaient là déjà ce matin, Adeline Muller, qui a préparé cette communication avec Thomas François de l'Université catholique de Louvain, tous les deux. Et cet après-midi, elle va nous parler des pratiques de rédaction claire de rédacteurs fonctionnels en Belgique francophone. Alors, merci beaucoup, Adeline. On te laisse la parole. Tu as 30 minutes. Parfait. Vous voyez bien ma présentation? Parfait. C'est parfait. Alors, dans cette présentation, j'ai d'abord parlé un peu de qui sont les rédacteurs fonctionnels avant de parler réellement de l'enquête que nous avons réalisée. Alors, rédiger clairement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un texte clair, ça permet de rendre le texte plus facilement compréhensible par les lecteurs et de mieux faire passer l'intention du rédacteur. Au final, en réalité, c'est de faire une communication plus efficace. Mais rédiger clairement, ce n'est pas facile. Il y a des contraintes externes, que sont le manque de temps, le manque de support hiérarchique, un environnement qui est peu propice à la rédaction claire, et des contraintes qui sont internes au rédacteur, un manque d'expérience ou d'expertise. Il faut savoir qu'en Belgique francophone, il y en a peu, à ma connaissance, pas de cursus universitaire en rédaction professionnelle, contrairement au Québec ou en France. Mais il existe quand même des aides, que ce soit le soutien des collègues, qui sont peut-être plus expérimentés, ou les guides de rédaction claire, créés par les administrations justement pour aider les rédacteurs à comprendre où peuvent se situer les problèmes dans leur texte. Ils peuvent aussi compter sur les nouvelles technologies concernant les textes administratifs en tant que tels, des aides à la rédaction. On peut compter sur l'ARA, on peut compter sur AMesure plus récemment et sans doute d'autres. Néanmoins, ces outils, ils sont souvent créés à partir d'idées scientifiques et pas forcément à partir des besoins des rédacteurs en tant que tels. Alors, on s'est posé la question, mais comment pourrait-on faire pour aider les rédacteurs? Dans les administrations belges francophones, au final, on connaît assez peu les pratiques actuelles des rédacteurs. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est venue nous trouver en nous disant ce serait sympa si on pouvait faire une enquête de que font-ils en pratique. On sait simplement que ce sont surtout des rédacteurs fonctionnels qu'on retrouve dans nos administrations, de par le fait qu'il n'y ait pas de cursus en rédaction professionnelle. Alors, notre étude, elle va porter sur 3 aspects, sur leur vision de la rédaction claire et les pratiques actuelles des rédacteurs, les aides qu'ils ont à leur disposition et le lien entre ce qui est proposé dans les guides de rédaction claire ou ce qui est proposé en théorie et ce qu'ils font réellement dans la pratique. Alors, avant d'entrer réellement dans notre enquête, quelques mots sur les rédacteurs fonctionnels. C'est quoi un rédacteur fonctionnel en soi? Il y a 2 types de rédacteurs, les rédacteurs professionnels et les rédacteurs fonctionnels. Les 2 vont rédiger des textes dans un contexte professionnel à destination du grand public. Et leurs textes vont avoir un but pratique. Ça va être d'aider les citoyens à remplir des procédures, à faire des actions, etc. Donc, ils ont le même but, mais ils ont des profils différents. C'est-à-dire que le rédacteur fonctionnel, il est spécialiste dans un domaine, dans son domaine administratif à lui, dans son administration, tandis que le rédacteur professionnel, il est généraliste. Il peut écrire dans tous les domaines possibles. Et d'ailleurs, le professionnel va travailler à plein temps sur de la rédaction selon des mandats d'écriture qui lui sont demandés, alors que pour le rédacteur fonctionnel, rédiger, c'est une tâche parmi tant d'autres qu'il doit faire lors de ses journées de travail. Et en plus de ça, le rédacteur professionnel, normalement, a une formation en rédaction professionnelle que n'a pas le rédacteur fonctionnel. Et ce qu'on attend d'un rédacteur, là, je vais me répéter par rapport à tout à l'heure, je suis désolée, ça va être exactement la même chose. Donc, on attend qu'il fasse une communication efficace. Donc, l'efficacité communicationnelle, c'est en réalité 2 types d'efficacité. L'efficacité informationnelle, donc rendre le texte compréhensible pour les lecteurs, que ce soit au niveau lexical, syntaxique, structurel, visuel d'un texte, et l'efficacité relationnelle, c'est-à-dire d'aider la relation entre administration et lecteur, qui est un co-management dans une relation qui est asymétrique, et notamment travailler pour ça la politesse linguistique.
Maintenant, quelles aides ont-ils à disposition? Comme je vous le disais, il n'y a pas de cursus universitaire en Belgique francophone à ma connaissance. Néanmoins, ils peuvent compter sur des formations brèves auprès de formateurs en rédaction claire. Ils peuvent aussi essayer de s'auto-former, que ce soit avec des formations sur Internet. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu de la profusion qu'on pouvait en trouver, ou alors des guides qu'ils pourraient trouver par eux-mêmes. Néanmoins, et surtout, ces auto-formations ont des risques. Soit ils vont appliquer des règles non adaptées, certains vont peut-être trouver des règles anglo-saxonnes, mais ce qui fonctionne pour l'anglais ne fonctionne pas forcément pour le français. Et une fois que les mauvaises habitudes sont installées, ça va être difficile de les changer et ça demandera beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour réussir à changer les mauvaises habitudes. Alors évidemment, dans les aides, ils peuvent compter sur des guides de rédaction claire et simple. Mais attention, les guides classiques sont aussi limités. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure. Mais voilà, en résumé, on peut dire qu'il y a beaucoup de conseils sur les structures de surface avec un focus sur le niveau lexical et syntaxique et pas tellement sur la compréhension globale du texte ou sur même le relationnel, l'efficacité relationnelle. Donc, là, c'est en théorie. On s'est demandé en pratique maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir leur poser la question aux rédacteurs directement. Alors, on a réalisé une enquête en ligne via LimeSurvey, c'est un outil de création de questionnaires, où on a posé en réalité 2 tâches aux rédacteurs. La première tâche, c'était de voir quelle était leur vision de la rédaction claire, et une deuxième tâche, c'était un exercice de réécriture d'extraits. Il faut savoir que c'est une enquête que nous avions déjà réalisée une première fois avec des rédacteurs professionnels au Québec. Peut-être que certains parmi vous y ont participé avec le concours qu'on avait réalisé avec le concours d'Isabelle Claire également, pour pouvoir trouver les rédacteurs professionnels. Alors, pour la première tâche, on a fait des échelles de Likert. Donc, on leur demandait un peu leur vision du langage clair en leur donnant des phrases et en leur demandant « êtes-vous d'accord ?» avec des échelles allant de pas d'accord à pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et on leur posait des questions sur leur vision du langage clair, c'est quoi? Ce qu'ils font actuellement, quelles sont les limites aussi de leur environnement et les aides qui leur sont fournies ou les aides qu'il faudrait créer à l'avenir. Au niveau de la deuxième tâche, c'était un exercice de réécriture où on leur a proposé 9 extraits de communication authentique, donc des communications venant de différentes administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier. Et chaque extrait comportait 1 ou 2 difficultés bien ciblées. Donc, ces difficultés, on les avait reprises du guide de rédaction claire Écrire pour être lu, qui est le guide le plus, on va dire, connu en Belgique francophone, et selon les 5 niveaux de notre typologie. Donc, soit de l'efficacité relationnelle, soit de l'efficacité informationnelle sur les points de vue lexique, syntaxe, structure et visuel. Donc, forcément, les extraits étaient de longueurs différentes. On avait des extraits assez courts, donc d'une seule phrase, lorsqu'on visait un problème lexical ou syntaxique, pour être sûr qu'on n'ait pas des phénomènes parasites qui viendraient en concurrence de ce qu'on recherchait, voir s'ils les repéraient ou pas. Et lorsqu'on était sur des éléments plus grands comme un élément de structure de texte, évidemment, on avait des passages beaucoup plus grands de plusieurs paragraphes parfois. Malheureusement, il faut quand même mettre un bémol, nous n'avions qu'un seul extrait qui avait un problème au niveau visuel et un seul au niveau de la structure. Ça, ce sont des problèmes de dispositif, puisque LimeSurvey était assez strict d'un point de vue de sa présentation visuelle, donc on ne pouvait pas beaucoup changer ça. Et pour la structure, là, c'était une question de longueur de texte, ça allait devenir beaucoup trop long si jamais on en mettait beaucoup. Alors maintenant, ça c'est pour le dispositif qu'on a mis en place. Maintenant, concernant nos participants, je vais vous donner un peu quelques informations sur nos participants, que ce soit la manière dont on les a recrutés, le lieu où ils travaillent et leur expérience en rédaction claire. Au niveau du recrutement, comment on a fait pour les contacter? Eh bien, on a contacté en réalité par courriel les administrations et des formateurs et formatrices en rédaction claire. Donc, les administrations, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui voulait de cette enquête, était très demandeuse et donc l'a disséminée et on a compté beaucoup sur l'effet boule de neige. Au niveau de différentes administrations, on avait aussi contacté la région wallonne. Et au niveau des formateurs en rédaction claire, ils ont pu contacter les gens qui avaient suivi leur formation, donc qui avaient déjà une petite idée de ce qu'était la rédaction claire, en espérant voilà, qu'eux aussi allaient peut-être faire effet boule de neige en partageant à d'autres personnes. Au final, pour notre première tâche, donc la vision du langage clair, nous avions 51 rédacteurs qui ont répondu et pour la deuxième tâche, 30 rédacteurs. Donc, c'est 30 rédacteurs parmi les 51 qui avaient déjà fait la première tâche.
Où travaille-t-il? Alors, sans rentrer dans les détails et l'imbroglio institutionnel qu'est la Belgique, parce que ça peut être très complexe très rapidement, je vais simplement vous dire un petit peu de où il travaillait. Alors, la majorité venait de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est normal, c'était eux qui étaient demandeurs, donc on comprend que c'est eux qui ont répondu en masse. Donc, on avait 30 rédacteurs pour la première tâche et 16 rédacteurs pour la deuxième tâche. Donc, c'est en gros la partie qui s'occupe de la francophonie en Belgique. Nous avons 4 rédacteurs pour la tâche 1 et 3 pour la tâche 2 venant de la région wallonne, donc là c'est géographique. Nous avons 4 rédacteurs pour la première tâche et 2 pour la deuxième tâche de la région Bruxelles-Capitale, car oui, notre capitale est une région à part entière chez nous. Nous avons également 2 rédacteurs qui ont participé aux 2 tâches qui viennent du niveau provincial. Je ne sais pas de quelle province, mais en tout cas du niveau provincial en Belgique. Au niveau fédéral, nous n'avions qu'une seule personne qui malheureusement n'a participé qu'à la première tâche, donc on sait assez peu de choses au niveau fédéral. On avait même une personne qui travaillait au niveau de l'Union européenne, mais dans les institutions basées en Belgique, qui a participé aux 2 tâches. Et enfin, nous avions également des personnes travaillant dans des organismes publics ou privés, donc que ce soit du secteur bancaire ou autre. Ce sont des personnes qui ont certainement suivi les formations de formateurs en rédaction claire, où on avait 7 personnes pour la première tâche et 4 pour la deuxième. Et qu'en était-il de leur expérience en rédaction claire? Eh bien, pour la première partie, pour les parties, on leur a posé la question en réalité, comment est-ce que vous vous sentez avec la rédaction claire? Est-ce que vous êtes débutant? Vous avez déjà simplifié 1 ou 2 textes, mais sans plus. Expérimenté, vous avez déjà souvent dû simplifier ou rédiger clairement des textes, ou alors ils s'estimaient rédacteurs professionnels. Donc, la rédaction était au cœur de leur travail. On voit qu'on avait quelques rédacteurs professionnels. En réalité, on sait plus ou moins qui c'est, puisqu'on sait que les formateurs en rédaction claire qui ont passé l'enquête aux personnes qui avaient suivi leur formation ont fait cette enquête, et les personnes de la direction de la langue française à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est eux qui créent les guides de rédaction claire, ont aussi participé. Donc, on sait plus ou moins qui sont ces rédacteurs professionnels. Mais on voit qu'on a majoritairement des rédacteurs fonctionnels, donc ceux qu'on attendait vraiment ici, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Et on peut voir qu'en moyenne, les rédacteurs débutants ont moins d'années d'expérience que les expérimentés. Donc on peut dire aussi, c'est peut-être aussi en lien, plus ils avancent, mais plus ils se sentent expérimentés également. Voilà pour un peu qui sont nos participants. Alors, qu'est-ce qu'on a pu trouver dans notre enquête? Pour la première tâche, donc comme je vous disais, on a fait des questions sur la vision de la rédaction claire. Donc, on leur a posé des questions sur... On leur a donné des critiques contre le langage clair. Ils devaient dire si c'était d'accord ou pas. Leur demander, tiens, c'est quoi le langage clair pour eux? Et quelles étaient les limites de leur environnement? Et au niveau des aides à la rédaction claire, ce qui existe et qui est à leur disposition et ce qu'ils voudraient à l'avenir. Sur les critiques contre le langage clair, on a beaucoup travaillé avec les critiques qui sont souvent évoquées par Kimball ou par Pease et auxquelles ils répondent gentiment en expliquant que c'est souvent n'importe quoi et qu'ils démontrent joyeusement. Nos rédacteurs également ont trouvé que non, un texte clair n'est pas moche ou ne fait pas preuve de nivellement par le bas. Néanmoins, il y a une critique avec laquelle ils étaient d'accord, c'est que le texte clair perd les finesses de la langue. Pour 41% d'entre eux, c'est vrai. Donc, on voit quand même que pour nos rédacteurs fonctionnels, il y a une notion de beauté de la langue qu'un texte clair perdrait. Au niveau de à quoi correspond en réalité le langage clair ou la rédaction claire, ils nous ont parlé qu'ils travaillaient tant sur le texte que sur son visuel, que c'était également travailler à diminuer la densité notionnelle pour qu'il n'y ait pas de surcharge d'informations, c'est regrouper les informations et les hiérarchiser, et c'est guider le lecteur. Donc, si on résume un peu pour eux, c'est quoi le langage clair? C'est travailler sur la globalité du texte et aider le lecteur. On retrouve en réalité nos 2 types d'efficacité, que ce soit l'efficacité informationnelle et l'efficacité relationnelle. Au niveau des limites de leur environnement, nos rédacteurs se trouvaient assez confiants, ils ne trouvaient pas que leur créativité était très limitée. Néanmoins, il y avait 2 cas où la moitié des rédacteurs se sentaient limités, c'est au niveau de leur formation en rédaction claire. Ça se comprend, ce sont des rédacteurs fonctionnels, donc ils ne se sentent pas forcément bien formés ou ils n'ont pas fait d'auto-formation ou de formation brève. Et ils se sentaient assez peu épaulés par leurs collègues. En ce qui concerne les aides à la rédaction claire, dans ce qui existe pour le moment, on voit que la rédaction claire est quand même
travail collaboratif. Donc, 92% des rédacteurs faisaient relire leur texte par une autre personne. Donc, ils disaient qu'ils ne se sentaient pas très épaulés par leurs collègues, mais néanmoins, ils font relire leur texte par d'autres personnes. En ce qui concerne les aides externes, ce qui était le plus utilisé, c'était les dictionnaires, que ce soit des dictionnaires usuels ou des dictionnaires de synonymes. Et assez étonnamment, l'outil le moins utilisé, c'est les guides de rédaction claire, qui est pourtant le seul outil fait spécialement pour leur tâche. Donc, il n'y avait que 43% de nos rédacteurs qui avaient déjà utilisé un guide de rédaction claire et simple. Bon, parmi ces 43%, on leur a quand même demandé ce qu'ils pensaient des guides. Déjà, quels guides ils connaissaient. Alors, 4 guides sont ressortis de cette question. 2 guides de la Belgique, qui sont Écrire pour être lu et le guide des bonnes pratiques pour des documents administratifs clairs. Donc, 2 guides, un de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un fait par Fédération Wallonie-Bruxelles et Wallonie. Le guide de la Wallonie n'a pas été cité du tout, même par ceux qui travaillent à la région wallonne. On a également un guide de la Commission européenne qui a été cité plusieurs fois, qui est rédigé clairement, et un guide d'une personne dans le privé, ce qui est Rédaction claire, 40 bonnes pratiques pour rendre vos écrits professionnels clairs et conviviaux de Anne Verbier, qui est une des formatrices que nous avions contactées pour disséminer l'enquête. Donc, je pense qu'elle peut être assez contente de savoir que les gens qui ont suivi sa formation se sont rappelés qu'elle avait un guide, qu'elle avait présenté un guide. On leur a demandé aussi, par rapport aux critiques qu'on voyait contre les guides de rédaction claire, est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas avec ces critiques? Et au final, non, pas tellement. Ils trouvaient que les conseils qu'on leur prodiguait dans les guides, ils étaient assez peu flous, c'était assez précis pour eux, ils voyaient bien comment les utiliser. Néanmoins, ils trouvaient que les guides n'étaient pas toujours applicables. Alors, dans quelle situation est-ce que ce n'était pas applicable? Soit lorsqu'il y avait des impératifs particuliers de clients de ministère, parce qu'il y avait un visuel codifié, parce qu'ils étaient obligés d'utiliser une certaine terminologie, alors qu'eux auraient voulu simplifier ces passages-là et ils n'avaient pas le droit. Soit à cause de contraintes techniques avec des textes formatés. On nous a plusieurs fois dit qu'ils travaillaient avec des textes à trous et donc ils ne pouvaient que remplir les blancs et ne toucher à rien d'autre. Et enfin, pour 3 rédacteurs, c'était un choix personnel. Ils n'aimaient pas certains conseils, ils trouvaient que ça rendait le texte moche et du coup, ils ne voulaient pas l'utiliser. Parfois, certains nous disaient « ça, je ne veux pas l'utiliser, c'est juste un effet de mode ». Donc voilà, c'était des goûts personnels. Maintenant, voilà, on voit que les guides de rédaction claire, qui est pourtant l'outil fait pour eux dans leur cadre de leur travail, c'est ce qui est le moins utilisé. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient pour l'avenir, idéalement, pour les aider? Alors, on leur a proposé, est-ce que vous voudriez un nouveau guide? Est-ce que vous voudriez un nouveau guide mais numérisé? Est-ce que vous voudriez une interface web où vous pourriez mettre votre texte et avoir des conseils? Est-ce que vous voudriez un outil directement implanté dans votre éditeur de texte, donc dans Word? Qu'est-ce que vous préféreriez? Et ils ont à 61% dit qu'ils préféraient une interface web. Et que devrait présenter cette interface web? Mais devrait mettre en évidence les passages complexes, donc les termes difficiles, les moments où la syntaxe est complexe, là où le sens est peu clair, et proposer des alternatives. Donc pour les termes difficiles, proposer des synonymes, et pour les endroits où la syntaxe est complexe, où le sens est peu clair, proposer des simplifications des phrases. Mais surtout pas simplifier automatiquement le texte. Il reste maître des changements à apporter. Ça, c'était pour la première tâche. Au niveau de la deuxième tâche, donc, comme je vous disais, on s'attendait à certains phénomènes changer. Alors, parfois, donc, ce quoi on s'attendait a été modifié bel et bien comme on s'y attendait, donc c'est attendu et réalisé. Parfois, ce à quoi on s'attendait n'a pas été réalisé, en tout cas par moins de 50% de nos rédacteurs. Et parfois aussi, ils nous ont surpris et ils ont trouvé d'autres phénomènes en plus à modifier. Alors là, je vais revenir un petit peu sur les différents aspects, sur tout ce qui a été fait et dans ce qui est supplémentaire. Au niveau lexical, tout ce qui était sigles, abréviations, chaque fois qu'il y en avait, il les repérait tout de suite et il disait qu'il fallait bien les expliquer. Assez étonnamment, dans ce qui n'était pas réalisé, on avait un extrait où il y avait énormément de termes médicaux très complexes et ils ne voyaient pas forcément le problème à ça. Donc, ils n'ont pas en tout cas mis comme quoi il fallait changer cet élément-là. Au niveau supplémentaire, c'est à ce niveau-là qu'on a eu le plus de changements supplémentaires. C'est au niveau du lexique. Et quelque chose de très particulier, ça a été la recherche des calques du néerlandais. Ça a l'air d'être quelque chose qui a beaucoup... sur lesquels les gens sont très focalisés en Belgique, c'est de se dire que comme plusieurs textes, surtout au niveau fédéral, sont d'abord écrits en néerlandais et puis traduits vers le français,
Il reste parfois des calques du néerlandais. Et là, alors que nous avions pourtant que des textes qui avaient été écrits de base en français, beaucoup de gens ont cherché des calques du néerlandais et en ont trouvé, là où moi je ne les vois pas personnellement, mais voilà. Et aussi, on trouvait du vocabulaire complexe à des endroits auxquels on ne s'attendait pas forcément, ou auxquels on n'avait pas pensé. Mais les termes médicaux à côté auxquels on s'attendait n'ont pas été changés. C'était un peu particulier. Au niveau syntaxique, là, au quoi on s'attendait était quand même souvent fait. Donc, il diminuait la longueur des phrases, il ne gardait qu'une seule idée par phrase. Il donnait explicitement lorsqu'il y avait des liens cause-conséquence. Parfois, dans certains cas, il ne trouvait pas, il y avait parfois des subordonnés qui passaient aux oubliettes ou des passives, mais c'était vraiment dans des cas particuliers. Maintenant, au niveau de la structure et du visuel du texte, comme je vous ai dit, ce sont des extraits où on avait chaque fois un seul extrait en réalité qui mentionnait ces aspects. Alors, au niveau de la structure, on avait un extrait qui était un storytelling. C'était l'histoire d'une madame qui pouvait enfin avoir accès au service d'aide à la jeunesse et donc qui expliquait un peu sa vie. L'histoire manquait totalement de cohérence, ça allait un petit peu dans tous les sens, c'était très fouillis, mais on s'attendait à ce qu'ils changent beaucoup ça, la cohérence, et pourtant, non, ils ne l'ont pas fait. Néanmoins, pour d'autres textes, ou pour parfois même quand il n'y avait qu'une seule ou deux phrases, ils avaient tendance à vouloir changer la structure du texte, soit le modifier pour faire des sous-points, soit faire des questions-réponses. Même sur une seule phrase, il l'a changé pour faire des questions-réponses. Et au niveau visuel, par contre, là, on s'attendait à ce qu'ils changent une longue énumération horizontale en une énumération verticale, et ils l'ont fait. Et même dans d'autres cas où il n'y avait même pas d'énumération a priori, ils ont reformulé le texte de telle manière à créer une énumération directe et à la mettre en énumération verticale. On en a eu beaucoup des énumérations verticales. Maintenant, comme vous avez pu comprendre, des aspects relationnels encore, j'avais oublié ce dernier point pourtant très important. Au niveau de ce qu'on attendait, beaucoup tout ce qui concernait la personnalisation, donc parler en vous, éviter tout ce qui est impersonnel, était fait. Et ce qui faisait en supplément, c'était beaucoup de l'accompagnement, donc ajouter des informations pour mieux comprendre le contexte, pour faciliter le contact entre administration et citoyens. Ils voulaient toujours ajouter des données de contact directes vers quelqu'un. Donc ça, c'était plutôt accompagnement qui voulait en supplémentaire. Bon, du coup, une fois que je dis ça, vous voyez qu'on a quand même plusieurs fois des cas où on s'attendait à ce qu'il passe quelque chose et au final, ils ne l'ont pas fait. Alors, on s'est un peu demandé, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des profils de rédacteurs qui auraient tendance à plus simplifier ou à moins simplifier que d'autres? Alors, on a fait d'abord un petit schéma qui reprend tous nos rédacteurs et tous nos extraits. Chaque fois qu'il y a une case en noir, ça veut dire que le rédacteur a fait un changement, peu importe lequel, mais a fait un changement. Une case en blanc veut dire que le rédacteur n'a pas fait de changement, il estimait que l'extrait était tout à fait correct comme ça, en sachant que tous nos extraits avaient au moins une à deux difficultés normalement, selon nous. On voit qu'il y a trois personnes qui sont des profils un peu extrêmes, c'est-à-dire qui n'ont changé que 1 à 3 extraits de notre enquête. Donc, c'était assez étonnant. Et on a aussi 3 personnes un peu particulières qu'on ne voit pas ici, mais en analysant, on s'en est rendu compte, qui n'ont fait des changements qu'au niveau lexical et syntaxique, donc pas du tout au niveau structure, visuelle ou relationnel. On se dit, tiens, c'est quand même assez étonnant. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être expliquer ça par une caractéristique, peut-être le fait qu'il soit débutant ou autre chose. Et donc, on a fait des corrélations de Spearman entre différentes caractéristiques des rédacteurs qu'on connaissait et les différents niveaux de nos extraits, donc les différentes catégories de difficultés. On voit que oui, il y a des liens parfois entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le niveau d'expérience. Plus un rédacteur va être expérimenté ou même professionnel, plus il va faire des changements sur tous les niveaux. Un débutant fera moins de changements en général. Pardon. On voit que l'utilisation d'un guide est importante pour les aspects syntaxiques, structurels, visuels et relationnels. Donc, ceux qui utilisent un guide ont tendance à faire plus de changements à ces niveaux-là. Donc, peut-être ça a quand même un intérêt d'utiliser un guide puisqu'ils vont faire plus de changements. Au niveau de la confiance dans la pratique, on a vu que seuls les rédacteurs qui se sentaient vraiment confiants dans leur pratique faisaient des changements au niveau du texte, de la globalité du texte, donc au niveau de son intelligibilité, donc structure et visuelle, et au niveau des aspects relationnels. Ceux qui ne se sentaient pas confiants n'ont pas fait de changement à ces niveaux-là.
Et enfin, les années d'expérience, étonnamment, il n'y en a qu'un seul niveau qui est ressorti, mais plus on est expérimenté, plus on changera aussi le visuel. Peut-être l'habitude d'avoir dû jongler avec les visuels différents. Alors maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a retenu de notre enquête? Au niveau de leur vision de la rédaction claire, ils ont bien conscience que rédiger clairement, c'est travailler sur la compréhension globale du texte, que ce soit d'un point de vue de l'intelligibilité du texte, du côté informationnel, et aussi sur le relationnel. Donc, ils comprennent bien que c'est vraiment très, très large. Dans leur réalité de terrain, dans leur travail au quotidien, on voit qu'il y a des limites sur la formation. Ce sont des rédacteurs fonctionnels et ils n'ont pas forcément de formation pour pouvoir les aider. Ils ne se sentent pas toujours épaulés par leurs collègues et ils utilisent assez peu les guides de rédaction claire et simple, qui est pourtant un outil qui pourrait peut-être les aider. Au niveau de la pratique, que change-t-il? Eh bien, on voit que plus un rédacteur est novice, plus il a tendance à se concentrer sur des détails et non sur la compréhension globale. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant, c'est quelque chose qui a déjà été montré avant dans la littérature. Néanmoins, on voit que ça n'a toujours pas évolué aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et on a vu l'importance de la pratique, de l'expérience et de l'utilisation des guides. Plus on pratique, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien, c'est en pratiquant qu'on écrit plus clairement. Plus on est expérimenté, plus on va pouvoir s'intéresser à des niveaux plus globaux de la compréhension. Et même s'ils n'utilisent pas souvent des guides, ils devraient peut-être, parce que ceux qui utilisent les guides faisaient plus de changements. Donc, voilà un peu ce que nous autres, on a pu en dire. Alors, à quoi ça va nous servir maintenant? Alors, il faut savoir que dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à construire un outil d'aide. Alors, ça m'a aidé beaucoup à voir ce qu'eux ont fait dans la pratique, puisque je sais qu'ils voudraient une interface d'aide. Donc, c'est ce que je suis en train de construire là pour le moment, c'est une interface d'aide pour les rédacteurs fonctionnels. Et je sais plus ou moins de me dire, il faudrait peut-être que je m'intéresse non pas simplement au lexique et à la syntaxe, mais peut-être à des niveaux plus globaux, si c'est possible, pour qu'ils puissent voir, se concentrer aussi sur ces niveaux-là et pas seulement sur des points de détail. Et évidemment, après, il faudra qu'on fasse un nouveau test pour voir si cet outil est bel et bien. Il faut savoir qu'en réalité, lors de cette enquête-ci, on avait voulu tester un outil qui existe déjà, qui est à mesure. C'est un outil créé par Thomas François, qui est co-auteur de cette présentation. Malheureusement, lorsqu'on est arrivé dans la phase pratique, donc on avait 30 rédacteurs qui ont participé à la phase où ils faisaient de la réécriture. On avait vraiment bon espoir de se dire qu'ils allaient utiliser à mesure. Donc on avait la moitié des rédacteurs qui pouvaient l'utiliser, la moitié qui n'y avaient pas accès pour qu'on puisse un peu comparer. Et malheureusement, ceux qui avaient accès, on n'en a eu que, je crois, 3 qui l'ont réellement utilisé et les autres ont dit pas le temps ou pas envie. On ne sait pas très bien pourquoi, mais toujours est-il qu'on leur proposait un outil qui correspondait plus ou moins, en tout cas pour commencer, à ce qu'ils attendaient comme un nouvel outil, mais ils n'ont pas voulu l'utiliser dans ce cadre-ci. Donc, il faudra faire un test vraiment ciblé sur ça pour essayer de voir si ça peut les aider. Donc, ça, ce sera pour l'avenir. Et voilà, ça termine ici ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et mes références. Et merci Adeline. Je commence par une question. Oui. Alors, on nous demande... alors voilà, est-ce que les tâches de réécriture que vous leur aviez demandées étaient contextualisées? Oui, alors toujours, même si c'était qu'une seule phrase, on leur disait bien dans quel cadre. Par exemple, ceci est une phrase qui est issue d'une lettre qui est adressée dans tel cas, on est dans telle partie du texte et voici la phrase, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui ou non vous la changeriez ou pas? Donc on sait que c'était assez... ce n'était pas naturel, puisque normalement, on va de toute façon travailler sur une entièreté de texte. Mais comme on voulait cibler certains phénomènes précis, on ne voulait pas qu'ils se perdent dans la masse peut-être d'autres problèmes des textes. Donc, mais oui, chaque fois, on leur expliquait d'où ça venait et à quoi ça servait et pourquoi il y avait cette phrase ou ce passage. D'accord. Est-ce que vous avez une explication, une interprétation du fait que les gens, dans ce que vous avez expliqué, la petite narration autour de cette dame qui était toute décousue, qui allait dans tous les sens, est-ce que vous avez une explication pourquoi les gens n'auraient pas regroupé
Bah alors, c'est une excellente question et je n'ai pas vraiment de réponse parce que quand on a fait l'enquête avec les rédacteurs professionnels, ils l'ont fait. Donc, on ne se dit pas, ce n'est pas nous autres qui avions vu un problème là où il n'y en avait pas. On n'est pas les seuls à le voir. Les rédacteurs professionnels l'ont vu aussi, ce problème. Mais c'est quelque chose qu'ici, ils n'ont pas vu. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que, en étant avec les premiers extraits qui étaient des extraits peut-être plus courts et du coup, ils se concentraient sur des points lexicaux, syntaxiques et peut-être sur le base, ils n'ont pas pensé que sur cet extrait-là qui était plus long, peut-être qu'il y avait des problèmes plus généraux. Là, c'est un extrait dans lequel ils se sont concentrés beaucoup sur des aspects lexicaux, justement. Donc, il y avait des références à des articles de loi. Ils l'ont bien repéré en disant, c'est pas expliqué pourquoi est-ce qu'on parle de l'article 60, c'est quoi, ça sort d'où. Il y avait des problèmes. Je me demande s'il n'y avait pas des calques, alors je ne sais pas si ça en était des vrais ou des faux, mais des calques du néerlandais dans cet article, dans cet extrait. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que du coup, comme ils avaient trouvé au moins un problème, ils se sont dit, c'est bon, j'ai trouvé un problème, je ne me pose plus de questions. Et du coup, ils se sont concentrés sur vraiment des points de détail. Je ne sais pas si c'est ça ou si juste ils n'ont pas vu. Mais j'étais rassurée de savoir qu'au niveau professionnel, ils les avaient vus avant. D'accord. Est-ce que par hasard, avant que je retourne aux questions du public, est-ce que les plus expérimentés d'entre eux ont-ils fait des changements dans ce texte-là ou même pas? Parce qu'en fait, l'idée que le message, qu'on cherche d'abord le message. Alors oui, puisque au niveau de l'expérience, on voyait que sur tous les niveaux, c'était significatif. Donc oui, ça veut dire qu'en effet, plus ils étaient expérimentés, plus ils ont fait ces changements au niveau de la structure. Donc ce sont eux, c'est les expérimentés et les professionnels qui ont fait les changements sur ce niveau-là et très très peu au niveau des débutants. C'est drôlement intéressant pour la formation des rédacteurs. Là, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai une question d'Émilie Michaud, 2 questions. Est-ce que l'outil Antidote est connu en Belgique? En plus d'aider pour la révision, il intègre des outils d'aide en soulignant les formulations à modifier, par exemple. Donc, la question, est-ce que Antidote est connu en Belgique? Oui, Antidote est connu, pas forcément toujours utilisé parce que souvent un peu cher, mais oui, connu. D'accord. Alors moi, j'aurais en lien avec ça. Est-ce que à l'avenir, il ne pourrait pas y avoir des questions en dehors des guides sur le recours à des outils, les dictionnaires de synonymes, le Grévis, Antidote? Peut-être qu'ils les utilisent ou pas, mais ça serait intéressant de savoir. En plus, pour le coup, ce qu'ils disaient utiliser le plus, c'était des dictionnaires et des dictionnaires de synonymes. Donc, quand on leur a demandé qu'est-ce qu'ils utilisaient comme outil, c'était ça qui ressortait le plus en tout cas. D'accord. Merci. Une autre question. Les rédacteurs ayant participé à l'enquête recevaient-ils la correction, entre guillemets, de l'extrait? Par exemple, vous avez fait ça, mais on s'attendait à ci. Alors non, on ne l'a pas fait pour une raison en particulier. C'est je disais, tiens, si jamais ils font passer l'enquête à quelqu'un d'autre, qui ne puisse pas leur dire oui, mais là, c'est ça le problème, déjà pour ça. Et en deuxième cas, on disait, ce sont des rédacteurs fonctionnels qui parfois n'ont pas très confiance dans leur pratique. Et on avait peur que si jamais on leur disait, c'était ça qu'on s'attendait, qu'ils voient ça un peu comme le bic rouge d'un enseignant qui leur dise, vous avez mal fait, c'était pas ça le problème. Alors qu'en réalité, il y a des problèmes supplémentaires qu'ils ont pointés qui étaient tout à fait corrects également. Et nous autres, on n'y avait juste pas pensé de base en lisant par rapport à notre guide de rédaction claire sur lequel on s'était basé. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'Anne Verviers a répondu à Émilie en lui disant oui, on connaît Antidote, du moins les participants aux formations dans les administrations, là, oui, justement les participants à qui elle enseigne. Est-ce que, Véronique, tu as quelque chose? Oui, moi je trouve qu'un des résultats très intéressants du propos, c'est de montrer à quel point la formation demeure essentielle par rapport au guide. C'est-à-dire que même s'il y a des guides qui seront un jour peut-être extraordinaires, la formation est absolument nécessaire. Donc ça, c'est un premier élément que je trouve, c'est un beau résultat que vous apportez. En creux, ce n'était pas la recherche initiale, mais c'est un beau résultat. Et puis de montrer ces rédacteurs fonctionnels qui peut-être, et en France on le voit, c'est quelque chose qui se développe, qui en fait sont dans des réorientations professionnelles. Un ingénieur devient un rédacteur fonctionnel, mais cette activité de rédaction prend de plus en plus de place et finalement il devient un rédacteur professionnel.
Et c'est un peu ça là que vous montrez. Oui, tout à fait. Hein, Oui, c'est exactement ça qu'on a repéré avec les rédacteurs expérimentés. On voyait que plus ils étaient expérimentés, au final, ça se confondait avec les rédacteurs professionnels. C'était vraiment des publics assez proches. Et ça, je fais du pouce là-dessus, mais ça correspond aussi à ce qu'on se disait hier avec l'idée de la de la co-construction. On voit que quand on travaille maintenant avec des ministères et des organismes notamment, et qu'on travaille toujours en atelier avec et les juristes et les experts de contenu et les gens des TI, etc., on se rend compte qu'à force de se fréquenter, de travailler ensemble, si au départ, nos compétences sont extrêmement spécifiques et très, très, très éloignées, je dirais. Plus on avance dans le temps, plus les rédacteurs professionnels deviennent des experts de contenu parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils essayent de... Et plus les experts de contenu deviennent d'excellents rédacteurs professionnels, ce qui fait qu'au bout d'1 an ou 2 ans de travail commun dans des ateliers, on arrive à ça. Donc, c'est bien la preuve que c'est dans l'accompagnement, la formation, le coaching que c'est absolument ça. Donc, c'est absolument fabuleux et c'est vrai que là-dessus, aucun guide ou formation en autodidacte suffira. Là, et c'est la même chose, je dirais, aussi pour les citoyens. Je pense qu'on aura beau clarifier les messages du mieux qu'on peut. Il y a un moment donné où on a envie de prendre le téléphone puis de parler à une vraie personne et on a envie d'aller dans un centre de service et de pouvoir montrer les papiers qu'on a pour se faire aider. D'où, d'ailleurs, les écrivains publics dont on va parler bientôt aussi. Mais donc, je trouve que c'est très intéressant comme démarche parce que ça effectivement, en creux, on voit l'importance de cet accompagnement-là. Alors, je vois aussi une réponse comme formatrice. C'est super intéressant de savoir que c'est la pratique qui encourage le mieux à la rédaction claire, effectivement. Mais oui, c'est absolument. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, je ne vois pas d'autres questions. Véronique, est-ce que de ton côté, il y a quelque chose? Moi, ça serait plus une remarque globale pour aller plus loin. Je suis toujours étonnée de voir que le réflexe sur la révision du code linguistique demeure prégnant. C'est-à-dire que même si ils savent qu'il y a le relationnel, il y a le document visible, il y a encore cette trace de la langue écrite qui demeure comme une culpabilisation. Je ne sais pas si... et que par défaut, c'est sûrement là qu'il y a la faute, entre guillemets, ou l'erreur, pour être plus juste, alors qu'il nous faut penser le document et pas le texte. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un élément que j'avais repéré en comparant ce qu'on avait vu avec les rédacteurs professionnels à Québec et ici, ce que j'ai repéré. Mais même dans les points de vue sur les aspects relationnels, à niveau de Québec, on avait énormément de changements supplémentaires sur le ton et d'ajouter de la bienveillance au texte que je n'ai retrouvé nulle part dans ce questionnaire-ci. Donc, on voit aussi, voilà, c'était quelque chose, voilà, qu'ils ont fait des changements supplémentaires, mais plutôt côté accompagnement ou personnalisation et pas au niveau de la bienveillance, du ton, vraiment le ton du texte, ça, ils ne le faisaient pas, alors qu'il y avait eu quelques commentaires bien piqués dans la version avec les professionnels où on disait mais comment c'est possible d'avoir laissé écrire ça et sortir ça? On ne peut pas dire ça comme ça aux gens qu'on avait eu au niveau des rédacteurs professionnels qu'on n'a pas retrouvé ici. Et ici, en effet, c'était très marqué et c'est quelque chose qui n'était pas apparu du tout avec les rédacteurs professionnels. Et d'autant plus, je pense, la différence Québec-Belgique, c'était cette recherche du calque du néerlandais à 100% et ils étaient vraiment, beaucoup étaient focalisés sur ça. Et il y a certains, les seuls commentaires qu'on avait, limite, c'était ça. Il n'y a pas de problème, sauf que là, il y a des calques du néerlandais. Alors je te relancerai là-dessus, Adeline, en te disant que quand on est en Suisse, on cherche les calques de l'allemand. Quand on est au Québec, on cherche partout des calques de l'anglais. Et je crois que ça devient vraiment là, un réflexe conditionné, c'est qu'on pense que tout est calque. Et c'est ça qui nous obsède. Je crois que c'est vraiment mondial, ça. C'est pas juste... c'est juste un côté néerlandais, en fait, qui est un peu typique de chez nous, je crois. Mais en même temps, ce que ça dit aussi, c'est qu'on voit aussi, quand ça fait longtemps qu'on enseigne la rédaction, qu'on a très longtemps enseigné la rédaction en disant qu'on allait travailler le mot, la phrase, le paragraphe et le texte. Ce qui fait que finalement, à la limite, on construisait le sens du texte
à la toute fin. Donc, on voit la propension de beaucoup d'étudiants à aimer travailler sur la faute ou l'erreur, parce que là, on se rassure, on a des dictionnaires qui nous disent c'est bien, c'est mal, c'est rouge, c'est vert, et tandis que quand on essaye de faire du sens, de trouver le sens, de traduire le sens, d'essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire, d'essayer de comprendre comment l'autre va interpréter le sens, on en a souvent parlé, là, c'est entre ce que je veux dire et la façon dont l'autre va construire le sens pour lui. Et on est à un autre niveau qui est un peu plus déstabilisant, je dirais. Et donc, bon, là, on parle des gens expérimentés qui vont davantage vers là, mais je pense que dans la formation aussi, on a tout à gagner de dire, alors c'est quoi que vous voulez dire? D'abord et avant tout, c'est pas seulement le document, mais c'est le message du document. Et quand on est, par exemple, dans la lettre administrative, on se rend compte qu'on va retrouver l'essentiel du message dans le premier paragraphe, mais on va aussi retrouver ça sous forme d'objet qui va déjà éclairer le lecteur sur quel est le message principal, puis on va le retrouver après ça. Bon, et je pense que dans l'enseignement, on a tout avantage à partir de qu'est-ce qu'on veut dire avant de se dire comment on va le dire. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est... Je pense que Céline Baudet, demain, fera la synthèse et elle va revenir. Je pense qu'elle s'est battue pendant toute sa vie pour essayer de dire que la rédaction professionnelle, c'était justement pas le bien écrire au départ. C'était essayer de sortir du normatif grammatical qui est nécessaire, qui est bien évidemment, on ne peut pas se permettre de ne pas maîtriser le code, mais ce n'est qu'un des aspects et fondamentalement, on fait de la gestion de contenu. Et plus il éclate, et plus il est dans le numérique, et plus il est démultiplié, et plus on gère effectivement l'écosystème qu'on en a parlé hier. À ce moment-là, on devient de plus en plus large. Donc, je trouve que l'expérience qui a été faite avec les rédacteurs fonctionnels est vraiment intéressante et montre bien vraiment vers où on doit aller et c'est très encourageant parce qu'on voit que j'étais contente aussi, ça me permettra d'arriver à la prochaine conférence parce que je vois que tu citais Christina Romain pour le relationnel et on va justement avoir la chance de l'entendre à travers la conférence de Véronique Rey tout à l'heure puisqu'elle est là avec Éric Tortochot et Christina Romain. Alors, je n'ai pas d'autres questions, alors je pense qu'on va te remercier infiniment en se réjouissant de te revoir un jour à Québec, au Québec, comme ça aurait dû être. Mais enfin, on est déjà content de s'être revus virtuellement. Et puis, tu n'as pas gelé cet après-midi. C'est merveilleux. Oui. Voilà, je pourrais dire merci à tout le monde maintenant, pour tantôt, pour tout à l'heure, ce matin, je vais leur dire merci pour là aussi, dire merci pour maintenant, merci de m'avoir permis de raconter un petit peu tout ce que je travaille dans le cadre de ma thèse, merci beaucoup. Oui. Et puis bonne continuation pour la thèse. Bonne continuation, absolument, merci mille fois. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tout le monde.